Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. L'histoire, ce ne sont pas seulement les faits, mais les leçons que l'on tire les événements du 5 octobre 1988. La révolte qui a changé le cours de l'histoire en Algérie, de l'avis de plusieurs observateurs à l'époque, ces événements n'étaient pas un simple accident de l'histoire. Le pays, sous l'emprise d'un système autoritaire fondé sur la pensée unique, bouillonnait depuis déjà plusieurs années avant cette date. Octobre 1988 survient en effet après une série d'autres révoltes de grande ampleur ayant éclaté dans plusieurs régions du pays dès le début de la décennie 1980. C'est l'une des étapes les plus marquantes de l'histoire de l'Algérie post-indépendance. Des événements douloureux, mais qui ont ouvert une grande brèche pour la renaissance de l'espoir. Certains l'appellent le printemps démocratique, d'autres préfèrent le nommer printemps algérien. Dans tous les cas, ce n'est pas un chahut de gamins. Il s'agit de la révolte d'octobre 1988, dont nous commémorons aujourd'hui le 35e anniversaire. Mais dans un silence assourdissant. Il n'y a point d'activité ou d'action rappelant aux Algériens ce tournant historique qui a permis au pays d'entrer dans une nouvelle ère, la fin du système du parti unique et l'avènement du pluralisme. Cependant, la date reste toujours gravée dans les mémoires de la collectivité. Elle rappelle à tous une constante chère aux Algériens, la liberté, et quel qu'en soit le prix. 35 ans après les événements d'octobre, aujourd'hui, le sentiment qui domine en Algérie est celui d'un rêve contrarié. Les acquis d'octobre 88 ont survécu plus en moins aux années rouges, mais ils ont ensuite été graduellement remis en cause, voire enterrés. Et ce, notamment depuis Abdelaziz Bouteflika jusqu'à l'arrivée de Abdelmadjid Tebboune et l'avènement de la nouvelle Algérie. Nous sommes toujours en présence d'un régime sans légitimité et d'un peuple sans souveraineté, malgré un Hirak pacifique en 2019 qui a secoué les fondements d'un système en fin de vie. Le véritable pouvoir est toujours en main d'un régime sans foi ni loi. Tout le reste n'est qu'apparence et faux décor. La vie politique artificielle est animée par une kyrielle de partis décoratifs aux ordres, des vrais tenants du pouvoir. Les institutions du pays, du sommet à la base, sont des institutions factices, sans aucune représentativité. La presse est aux ordres, la justice est sous la dépendance totale du régime et les services de sécurité, réprimant les opprimés et défendant les brigands en col blanc et les corrompus ventrus. Depuis l'avènement de M. Tebboune à la tête de l'État, ou plus précisément depuis l'avènement de l'Algérie nouvelle, les conditions de vie de nos concitoyens n'ont jamais été aussi dures. En effet, des pans entiers de la société ont basculé, pour certains dans la précarité et pour d'autres dans la pauvreté. Le bilan est catastrophique, aucune réforme structurelle ni modèle économique nouveau. Un État dont la seule mission est de criminaliser l'action politique et la vie associative et d'empêcher par la violence et la répression toute vue autonome en dehors de ce système. Le chômage endémique au sein de la jeunesse atteint un taux alarmant et ce ne sont pas les faux chiffres officiels qui feront croire le contraire. Une jeunesse réduite à la délinquance et à la harga. La corruption est pratiquement institutionnalisée. Elle concerne aussi bien le planton d'administration que le plus haut fonctionnaire du régime sur le pont des droits de l'homme. Une attention urgente doit être accordée à la situation actuelle de restrictions légales et de poursuites judiciaires à l'encontre d'individus et d'associations en Algérie, a déclaré l'expert des Nations Unies. L'Algérie doit ouvrir l'espace civique et laisser les voix critiques s'exprimer. Les manifestants du Hirak ont fait preuve d'un esprit civique remarquable, donnant l'exemple au monde sur la conduite de manifestations pacifiques, a déclaré M. Woul. L'Algérie nouvelle de M. Tebboune collectionne les échecs, après l'échec du BRICS, de la diplomatie algérienne et de son économie, et l'échec de la CAN.
Une Algérie nouvelle vide de sens, qui inquiète au plus haut niveau. Sommes-nous en train de reproduire les mêmes causes qui ont mené aux événements d'octobre 88? L'histoire, ce ne sont pas seulement les faits, mais les leçons que l'on tire. Octobre 1988, espoir, désillusion et leçons. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission ce soir le professeur Houari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po de Lyon. Il est avec nous par téléphone depuis Paris. Monsieur Houari Addi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, barakallahu fik. Shukran ala al-istidafa. Allah yabarak fik, Sidi Houari, marhaba bik. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Karim Tabou, opposant politique, qui est avec nous depuis Alger, par téléphone aussi. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci de l'invitation. Très heureux de participer à ce débat avec le professeur Houari Addi. Merci beaucoup Karim Tabou, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bikoum. Professeur Houari Addi, je vais commencer cette émission avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'Algérie 35 ans après donc cette révolte du 5 octobre 1988? Bien sûr que l'Algérie avait connu des événements qui ont marqué l'histoire de notre pays. Après ces événements, on peut parler de l'arrêt du processus électoral, ce qui est venu après, avec donc la décennie noire pour les uns et la décennie rouge pour les autres, 20 ans de Bouteflika pour en arriver au Hirak, mais aussi l'après-Hirak. Je vous laisse la parole, professeur Houari Addi. Écoutez, il y aurait beaucoup de choses à dire concernant le 5 octobre 1988. Mais je voudrais d'abord souligner le fait que octobre 88 a montré que les Algériens étaient et sont toujours dans le temps mondial. Le temps mondial. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous aurez remarqué qu'en 88, les Algériens ont dit non à l'économie administrée, qui a été un échec, et aussi au système du parti unique. Et ce rejet du parti unique et de l'économie administrée était un rejet mondial, puisque un an après octobre 88, le mur de Berlin s'était effondré. 2 ans après, l'Union soviétique et son économie administrée a disparu. Et la Chine a commencé une ouverture vers le marché. Et en 20 ans, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale. Ça veut dire que les Algériens, en 88, ont désiré prendre part aux dynamiques mondiales, à la dynamique de la mondialisation. Et ça, ils l'ont toujours été, puisque, je rappelle, après 1945, et lorsque la décolonisation a commencé, avec l'indépendance de l'Inde, et avec la défaite militaire de Dien Bien Phu de la France coloniale, les Algériens, toujours dans le temps mondial, ont commencé leur insurrection pour l'indépendance en 54. Donc, 54, 88 sont l'expression de la volonté des Algériens d'être dans la mondialisation, dans le monde. Et ce qu'ils ont voulu après 88, c'est que non seulement leur État abandonne l'économie administrée qui appauvrit le pays, mais aussi
opte pour le véritable multipartisme, eh bien la hiérarchie militaire a bloqué le pays et l'a ramené en 62. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire, mais il y a des partis politiques, il y a des élections concurrentielles. Oui, mais ces partis politiques ont été vidés de leur substance. Il y a un multipartisme de façade. Et en réalité, ce système, il est plus incohérent que le système du parti unique. Plus incohérent, parce que le système du parti unique, il avait une cohérence. C'était la souveraineté appartenait à la hiérarchie militaire. La légitimité était militaire. Après 88, il y a eu deux légitimités. Le système était incohérent. Il y a eu la légitimité électorale qui désigne les députés et même le président, et qui est une légitimité formelle, et la légitimité réelle détenue par la hiérarchie militaire, ce qui fait qu'un système politique qui fonctionne avec deux légitimités est un système incohérent et qui, dans sa décision politique au sommet, est paralysé. Et donc, nous n'avons ni la cohérence du système du parti unique, ni l'avantage du système multipartisan. Alors que les Algériens ont toujours été ouverts à la mondialisation, à ce que j'appelle le temps mondial. Et une preuve encore, les Algériens par milliers, par centaines de milliers, y compris des cadres, des médecins, voudraient quitter le pays. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que leur pays est devenu une prison. Vous savez, nous participons au reste du monde avec le revenu que vous avez. Un Français, un Américain, un Brésilien, avec son revenu que lui procure son travail, il peut sortir à l'étranger, il peut passer 1 mois ou 15 jours et revenir. Et les Algériens ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Parce que leur monnaie, le revenu que nous avons, est très dévalorisé. Et quelle est la source de ce problème? C'est que pour faire face à son échec économique, le régime inonde le pays de signes monétaires. C'est-à-dire que le déficit, l'échec économique et le déficit qu'il entraîne sont compensés par une création artificielle de monnaie. Ce qui fait que le salaire algérien d'un médecin, d'un ouvrier, il ne vaut rien. Voyez-vous, les Algériens payent l'échec économique du régime par la diminution drastique de leur pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que vous avez l'élite qui veut partir. Et il n'y a pas que l'élite qui veut, même ceux qui n'ont pas de travail, ils veulent partir. Bon, pour cela, ils ont une justification. Il n'y a pas de travail, ils veulent partir travailler à l'étranger. Mais qu'en est-il des médecins, des ingénieurs, des pilotes? Eh bien ça, c'est l'expression de l'échec de ce régime qui n'a pas voulu l'ouverture que les Algériens ont demandé en octobre 88. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Très très bien. Restez avec nous, professeur Lehouari Addi. Karim Tabou, vous avez entendu professeur Lehouari Addi. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tabou, 35 ans après donc, ces événements qui ont marqué l'histoire de notre pays? Le peuple a tendu la main pour qu'il y ait une vraie ouverture. Il y a eu une brèche ouverture, si on peut dire, de 89 jusqu'à 92, où il y avait un multipartisme, où il y avait aussi l'ouverture médiatique, mais on connaît après ce qui s'est passé. Karim Tab. Enfin, il est très difficile d'intervenir après Silawari qui a pratiquement brossé un tableau complet de la situation. Moi, je vais essayer juste modestement d'apporter
quelques rajouts. Si on résume la situation, en fait, nous étions dans le parti unique. Aujourd'hui, nous sommes dans le même système, mais avec plusieurs partis uniques. Parce qu'en fait, après 88, c'est vrai, il y a une équation. L'équation du peuple est que, très clairement, le peuple a revendiqué l'ouverture, le changement de système, et puis la finalité de la politique, la finalité de tout étant de réaliser le bonheur des gens, le bonheur des citoyens, le bonheur du peuple. Malheureusement, les politiques qui ont été suivies ont été vécues comme étant des drames, comme étant des crises, comme étant des situations parfois intenables, autant sur le plan politique que sur le plan économique et avec toutes les incidences sociales sur les gens. Et le deuxième élément de l'équation, c'est le pouvoir. Le pouvoir, au fait, il cède face à la pression, il cède face à la mobilisation, mais jamais, dans son essence même, il n'a fait preuve d'une quelconque volonté d'aller de l'avant. Et pourtant, il se sait incompétent, il se sait incapable de mettre justement le pays dans l'air du monde, dans le temps du monde. Parce qu'il se suffit de la gestion de la rente, il se suffit de gérer le pays par les moyens qu'on connaît, la logique sécuritaire, la logique de surveillance, la logique de contrôle. On a cru un moment qu'après 88, des réformes allaient donc laisser la démocratie dynamique prendre la place de la logique d'appareil ancien. Malheureusement, très vite, on a bien compris également que le pouvoir ne voulait pas aller vers la légitimité, la vraie, qui est la légitimité démocratique. C'est-à-dire permettre pour la première fois au peuple algérien d'exprimer sa volonté, sa parole, son choix. Et ce n'est pas seulement à travers une élection. Bon, c'est vrai qu'on a eu l'expérience de 91, mais la démocratie, c'est un tout. C'est l'exercice plein des libertés, c'est une ambiance dans la société, c'est la capacité des gens à se trouver des aires d'expression politique, culturelle, scientifique, etc. Malheureusement, tout cela, le pouvoir a voulu manœuvrer pour d'abord faire porter la responsabilité à la classe politique et il a tout simplement piégé le jeu politique et tous ceux qui voulaient rendre irréversible le processus démocratique ont buté sur d'abord la manœuvre du pouvoir qui a une grande expérience sur le comment il fait basculer le débat, le jeu politique dans l'archaïsme et dans la violence, et également entre guillemets, je le dis à moi-même, je me mets en accusation moi-même, c'est que l'élite politique, la classe politique également, n'a pas su manager les moyens dont il disposait pour essayer de rendre irréversible la démocratie. Parce qu'en fait, le pouvoir a créé des débats, des clivages, il a d'emblée placé le jeu politique dans une logique de surenchère, dans une logique de violence et dans une logique de l'extrême. Et les extrêmes, malheureusement, parce qu'ils se sont nourris de beaucoup liés en compréhension de la situation politique de notre pays. Et le Hirak et le pouvoir qui a complètement refusé le changement. Souvenons-nous de l'attitude du chef d'état-major quand il proclamait les discours depuis les casernes. Tout ce qu'il proclamait, c'était pratiquement de la violence, de la terreur et du refus, du rejet du Hirak. Mais toutefois,
on a gagné en confiance. Désormais, maintenant, le citoyen algérien, il a ne serait-ce que les outils de base pour décortiquer la situation, comprendre, et le pouvoir a de la difficulté aujourd'hui à manœuvrer, à manipuler. Il arrive quand même à créer des situations, mais en tout cas, il y a quand même une idée partagée de toutes et de tous, c'est que l'avenir de ce pays, le salut de ce pays réside dans le changement du système politique pour aller sérieusement vers le transfert finalement de la souveraineté, le transfert de la décision politique, de ce cercle limité de gens qui se croient grands électeurs, détenteurs du pouvoir absolu, pour aller vers le transfert de la décision vers la sphère plus grande qui est le peuple, qui doit impérativement, en tout cas l'histoire est en train d'aller dans ce sens, il est impossible de contrecarrer cette logique même naturelle qui est la restitution au peuple de son droit de décider lui-même de son avenir, de ses affaires. Reste avec nous Karim Tab. Très très bien. Reste avec nous Karim Tabou. Professeur Houari a dit, Karim Tabou a déclaré qu'on a gagné en confiance. Bien sûr, il parle du peuple, mais aussi l'espoir qui a été suscité octobre 88. Est-ce qu'on peut parler du même espoir qui a été suscité aussi par le Hirak février 2019? Karim Tabou a dit que le Hirak est l'aboutissement de toutes ces révoltes, tous ces combats pour la liberté, pour la démocratie, pour l'ouverture politique, l'ouverture médiatique. Votre réaction, professeur Houari Addi? D'abord, je remercie et je salue Karim Tabou pour son courage et aussi pour son analyse éclairante. Et d'autant plus... il est à féliciter, d'autant plus qu'il est sur place dans le pays, sachant que une épée de Damoclès est sur sa tête. Pour aller dans le sens de ce qu'il a dit, le Hirak en 2019 a montré que les Algériens sont très mûrs politiquement, en tous les cas, à travers le pacifisme de manifestations qui réunissaient des milliers, des centaines de milliers de personnes. Il n'y avait pas eu une seule goutte de sang, il n'y avait pas eu une seule vitre de brisée, il n'y a pas eu une seule voiture d'incendiée. Et la deuxième chose, c'est que les Algériens, ils ont montré qu'ils n'ont pas d'animosité vis-à-vis des services de sécurité et en particulier de l'armée. Lorsqu'ils criaient Jish, Shab, Khawa, Khawa, ça veut dire que le peuple n'a aucun contentieux politique avec l'armée, qui est son armée. L'armée algérienne n'est pas une armée coloniale. Donc c'est une institution de l'État qui doit être respectée et dont les Algériens sont fiers. Maintenant, la hiérarchie militaire a raté deux occasions historiques pour rentrer dans le cours de l'histoire que veut ce peuple. La première occasion historique, c'est octobre 88. Ils ont accepté du bout des lèvres les réformes qu'avait faites le président Chedli, qui n'est pas un homme très politique, très cultivé, mais il a le bon sens populaire. Ils l'ont pas suivi. Et 2 ans après, ils l'ont mis à la porte comme s'il était un employé d'une administration quelconque, comme si c'était un employé des PTT. Ils ont mis à la porte un président. Ils lui ont demandé de démissionner, sinon, comme ils savent le faire, ils l'auraient assassiné. La deuxième occasion qu'ils ont ratée, c'est le Hirak, c'est 2019. C'est 2019. Ils ont raté l'occasion pour que cesse la méfiance des Algériens vis-à-vis de la hiérarchie militaire. Quand les jeunes, ils secouent les généraux à la poubelle. C'est blessant.
En tant que citoyen, je suis blessé. Comment un général de notre armée à la poubelle? Mais c'est la hiérarchie militaire qui s'est mise dans cette situation. Alors, ils ont raté 2 occasions. J'espère qu'ils trouveront le réflexe de rebondir pour laisser la politique aux civils. Ils trouveront. C'est le Houari. Pardonnez-moi, je vous ai coupé la parole. Mais ils trouveront donc le réflexe de rebondir, ou la sagesse de rebondir, si on peut dire. Mais entendant l'analyse de Karim Tabou, quand il dit c'est les mêmes manœuvres, les mêmes logiques de fonctionnement du système d'avant 88 qui continuent maintenant, et peut-être même pire. Parce que beaucoup de choses se passent maintenant après 2019. C'était des acquis d'octobre 88. On est en train de les perdre, ces acquis. Quand on voit des associations qui sont dissoutes, des chefs de parti qui sont poursuivis en justice, des milliers d'Algériens qui ont été poursuivis juste pour leur avis ou pour qui étaient contre donc la politique de notre pays. C'est le Houari. C'est parce que, non, ce que vous décrivez est vrai. C'est le résultat de la prise du pouvoir à l'intérieur de l'état-major par les services de sécurité. C'est le DRL, l'aile radicale du DRS, qui a le pouvoir dans l'état-major. Et ça, ce n'est pas fatal. L'état-major a la possibilité de mettre des limites aux activités des services de sécurité qui lui sont rattachés et de le faire obéir, ou plutôt de redéfinir sa mission telle que précisée dans la Constitution. Et donc, il y a, j'en suis sûr, il y a des officiers supérieurs qui ont la même sensibilité politique que l'IRDERI. Mais ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer pour l'instant. Mais ce rapport de force qui est aujourd'hui en faveur du DRS n'est pas éternel. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il peut changer. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que l'armée se retire du champ politique pour qu'elle devienne une institution de la nation et non pas une institution d'un clan ou d'un régime. Alors, bien sûr, on n'est pas naïf. Ce n'est pas parce que les militaires, la hiérarchie militaire va se retirer du champ politique que le lendemain, l'Algérie va être une démocratie. On a vu ce qui se passe dans les pays de l'Est, en Hongrie. Ce sont des partis populistes qui ont pris le pouvoir par les élections. On a vu ce qui s'est passé à côté de nous en Tunisie. Le président tunisien démocratiquement élu s'est avéré être un autoritaire. Mais au moins, bon, l'expérience va continuer, mais au moins, l'opinion publique n'imputera pas cette crise aux militaires, n'imputera pas cette crise à l'armée. Voyez-vous, d'où l'intérêt et l'urgence que la hiérarchie militaire élabore une stratégie de retrait graduel en concertation avec les élites politiques à l'intérieur qui sont représentatives. C'est dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de l'armée. Voilà ce que je voulais dire surtout pour répondre à votre question. Très très bien. Restez avec nous, le Houari Addi. On va revenir aussi sur le rôle de l'élite. Karim Tabou, vous avez entendu le Houari Addi, face à une situation bien sûr qui est très difficile, que vit notre pays à l'échelle intérieure, mais aussi à l'échelle extérieure. Beaucoup d'experts, beaucoup d'observateurs parlent d'une situation inédite par rapport donc à cette crise politique que vit notre pays. Comment peut-on trouver les mécanismes pour essayer donc de sortir de cette crise? Comment est-ce que on peut dire qu'il y a des gens qui peuvent au sein de cette hiérarchie militaire qui vont comprendre qu'on ne peut pas continuer à gérer notre pays de cette façon?
En tout cas, notre pays, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, feront face à des crises majeures. L'Algérie doit se préparer, doit se donner les moyens de répondre et d'assumer, d'avoir les moyens de se défendre face à 3 crises majeures. La première crise, c'est une crise internationale, avec tout ce que cela entraîne comme problème économique, problème d'intégration, mais les incidences également des enjeux géopolitiques sur la région, donc qui inclut le pays. Et on ressent déjà les inquiétudes, mais également les impacts des crises chez nos voisins, dans la région. La deuxième crise majeure, c'est la crise du pouvoir lui-même. C'est-à-dire que dans un pays où le citoyen assiste impuissant à de graves problèmes à l'intérieur même du pouvoir, il s'inquiète, il s'interroge sur l'avenir. En tout cas, dans l'une des arrestations, un officier de la police me dit dans l'entretien, est-ce que vous faites pas attention, vous n'avez pas peur sur vos enfants? Ben, ma réponse est toute simple. J'ai dit, si je m'interroge moi-même, c'est quoi la menace majeure sur mes enfants? Ce sont ceux qui sont en train de jouer avec leur avenir. Ce sont ceux qui sont incapables de tracer un meilleur avenir pour nos enfants. Pire encore, ils sont en train de prendre des risques d'hypothéquer leur avenir. C'est cela la menace majeure sur nos enfants. Donc aujourd'hui, la crise du pouvoir, la logique, l'obscurité, les choses telles qu'elles se passent actuellement dans le pouvoir inquiètent, soulèvent beaucoup d'interrogations et posent la question de l'avenir du pays. Mais également, la troisième crise majeure, c'est la crise dans la société. Lorsque vous piégez complètement la société, vous mettez toutes les mines, vous minez le terrain et vous légiférez des textes de loi qui encore bloquent toute dynamique de la société, vous gardez une fausse représentation à tous les niveaux. Savez-vous que le ministre de l'Intérieur, le premier policier du pays, c'est lui qui décide de quelle association aura son agrément, quel syndicat aura son agrément, quel parti aura le droit d'activer. Lorsque vous voyez toutes les libertés publiques sont mises en garde à vue par le premier policier du pays qui est le ministre de l'Intérieur, c'est très inquiétant sur l'avenir du pays. Bien sûr, et on a des expériences, nous devons regarder en face de nous. L'idée reçue, l'idée qui a été comportée pendant de longues années, que les armées sont là pour protéger les pays. Certes, l'armée a le devoir constitutionnel, il a des missions très claires établies par les textes de constitution, mais nous avons des expériences. Il arrive que les armées qui n'ont pas une logique de l'État, qui ne sont pas là pour défendre les États, et ils se sont retrouvés eux-mêmes parfois les problèmes. Vous prenez l'exemple du Soudan, après une dynamique populaire, après un processus qui devait aboutir à la mise en place d'une élection et qui devait consacrer donc le retour au pouvoir civil, et bien 2 généraux ont pris en otage tout un pays. Prenez l'exemple du Niger, après le coup d'État, avec tout ce qui s'est passé, je ne rentre pas dans les détails, mais même pour ces militaires qui ont pris le pouvoir, lorsqu'ils sont allés devant l'ambassade de France et demander à l'ambassadeur de quitter, ils ont
dû faire appel au peuple pour être là, parce qu'en fait, c'est le peuple qui change les choses. C'est le peuple qui fait l'histoire. Donc aujourd'hui, nous avons besoin, dans nos débats, de chercher justement toutes ces personnes, tous ces militants, tous ces cadres, où ils sont, et qui sont modérés, qui rejettent tous les extrémismes, qui rejettent l'extrémisme de tous bords, qu'il soit de nature idéologique, qu'il soit de nature ethniciste, qu'il soit de nature d'autorité du pouvoir, pour essayer de tracer un sillon d'avenir pour ce pays. Il est quand même malheureux, mais en tout cas, il est plus qu'urgent qu'on réfléchisse à un vrai projet qui va éviter à ce pays de devenir le jouet de l'histoire et pire que cela, risque de connaître de graves turbulences, de graves crises et qui va, donc nous allons tous perdre finalement parce que nous n'avons pas pris le temps qu'il faut, nous n'avons pas fait à nous-mêmes l'obligation de réfléchir, d'agir, de chercher les ressources pour trouver finalement une plateforme intégrative de toutes ces bonnes volontés qui soient capables d'éviter au pays le pire. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Professeur Lhawari a dit, Karim Tabou a parlé de l'urgence face à la situation, mais aussi de la question de la crise du pouvoir. Beaucoup d'observateurs parlent d'une lutte clanique au sommet de l'État face à une situation économique qui est très difficile, face à une situation sociale qui est explosive. Beaucoup parlent des mêmes causes qui ont donc conduit au 5 octobre 1988. Est-ce que vous pensez que les semaines, les mois qui vont venir, surtout l'année prochaine, on parle d'un éventuel second mandat de Abdelmadjid Tebboune, est-ce que vous pensez que ça sera décisif par rapport à l'avenir de notre pays, ce deuxième mandat? Alors, on ne peut pas évidemment prévoir ou prédire l'avenir. En tous les cas, un sociologue, le sociologue que je suis, ce n'est pas ça sa mission. Mais on peut parler des dynamiques. Et il y a une dynamique instable en Algérie. Et l'État en Algérie, l'État en tant qu'institution, n'a pas encore trouvé sa forme définitive qui est acceptée par la population et qui lui permet de gérer les problèmes sociaux, économiques, culturels de la société. Et il n'a pas trouvé... Et je pense que ce processus d'adaptation de l'État à la société est bloqué par la hiérarchie militaire. C'est pour ça que j'insiste. Moi, mon rôle en tant que citoyen... Il a perdu sa crédibilité. Il n'a pas de crédibilité auprès de la population, auprès des médias, auprès des chefs étrangers. Il n'a aucune crédibilité. Et donc, les généraux ont besoin d'un président qui leur obéit, mais qui a en même temps un minimum de crédibilité pour qu'il serve d'écran entre eux et la population. Et donc, c'est une opinion personnelle. Je pense qu'ils vont chercher quelqu'un d'autre, à moins qu'il y ait cette prise de conscience chez les généraux, prise de conscience que j'appelle de tous mes voeux, pour qu'ils rétablissent les contacts avec la société civile, qu'ils mettent des limites aux services de sécurité pour qu'ils restent dans le cadre de leur mission constitutionnelle, à savoir l'espionnage et le contre-espionnage. Et là, ils pourront créer une nouvelle perspective, en tous les cas pacifique, pour se retirer du champ politique. Je voudrais juste ajouter une chose. Si le Houari a dit un point très important.
les militaires sont dans le champ politique pour des raisons historiques. Le mouvement national a militarisé le politique. Si l'histoire se déroulait rationnellement, en 62, les militaires se seraient retirés du politique. Mais l'histoire ne se déroule pas rationnellement. Mais avec quelques décennies de retard, j'espère que les généraux reviendront au congrès de la Soumam, la primauté du civil, du politique sur le militaire. Très rapidement, Sile Houari Addid, et je vous remercie beaucoup pour votre temps. Karim a aussi soulevé la question de l'élite algérienne, n'a pas su capter. Donc, vous avez parlé des espoirs, des événements qui ont marqué l'histoire de notre pays, du 5 octobre 88, mais aussi de février 2019. Le rôle de cette élite, très rapidement, Sile Houari Addid. Mais vous savez, toute société, même une société de 1 million d'individus ou moins, toute société sécrète naturellement, produit naturellement ses représentants et ses élites. Voyez-vous? Et le problème et le blocage du processus de construction de l'État de droit en Algérie, c'est que la hiérarchie militaire ne veut pas reconnaître les élites que la société produit. Il dit, moi je te désigne Ben Grima qui est en représentant. Tu veux Karim Tabou? Non, pas de Karim Tabou. Moi, je te dis que ton représentant, c'est Ben Grima. Voilà l'équation dans laquelle on est. C'est pour ça qu'il faut que les généraux reviennent à la raison. Je ne suis pas en train de dire que Karim Tabou est le représentant de l'Algérie. Je suis en train de dire qu'il faut lui donner une chance pour qu'il aille aux élections si les électeurs l'élisent ou pas. Il faut préciser, Sile Houari Addid, juste pour votre information, Karim Tabou, c'est la seule personne, le seul homme politique qui signe en ce moment, chaque semaine, dans une caserne, pas dans un commissariat, dans une caserne. Fadal Sile Houari. Oui, non, il est admirable par son courage, etc., par son engagement. Mais je veux dire, il ne faudrait pas exiger de toutes les personnes le même courage que Karim Tabou. Radoua, s'il y a une ouverture du champ politique, on va avoir des milliers de Karim Tabou qui ont son intégrité, sa compétence, son engagement et qui pourraient occuper des fonctions de député, de maire, de ministre, voire même de président. C'est-à-dire que cette fermeture du champ politique nous donne seulement... Allô? Oui, on vous entend, Sile Houari. Cette fermeture du champ politique permet l'éclosion de quelques dizaines, ou même pas, de gens qui battent Karim Tabou. Mais Radoua, si le champ politique est ouvert, vous allez avoir et Karim Tabou serait content d'avoir des milliers de gens comme lui qui le suivront et avec qui il travaillera. Est-ce qu'on peut finir avec une note d'espoir, Sile Houari, très rapidement? Est-ce que vous êtes, vous pensez que les choses pourront changer malgré cette situation qui est très difficile? On ne voit pas comment le changement peut venir. Est-ce qu'on peut rêver, Sile Houari Addid? On peut rêver parce que l'Algérie est un pays dont la jeunesse est dynamique et dont le patriotisme existe dans toutes les couches de la population. Moi, je suis de ceux qui croient qu'il y a encore quelques généraux patriotes. Et il ne faut pas désespérer de ce pays. Désespérer de ce pays. L'Algérie va rebondir. Elle va rebondir. Professeur Houari Addid, barakallahu fik. Merci beaucoup pour votre temps. Vous étiez avec nous donc depuis Paris. Karim Tabou, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez entendu professeur Houari Addid. C'est Karim, tfadal. D'ailleurs, la preuve de la justesse de ce qu'il dit, lors du Hirak, nous avons eu des jeunes, nous avons eu une expression plurielle, mais nous avons vu le génie des Algériens, autant dans l'écriture de pancartes, dans le slogan, dans leur capacité à faire face aux manœuvres du pouvoir.
Bien sûr également que malgré les divergences, malgré les points de vue différents qui se croisent parfois, mais nous avons quand même quelque chose qui peut unir tout le monde, qui est une plateforme déjà faite, c'est les résolutions du congrès de la Souma. Les résolutions du congrès de la Souma peuvent constituer une base de travail, une plateforme sur laquelle devraient se poser les piliers sur lesquels nous allons construire ensemble une vraie république qui va appartenir au public et qui va fonctionner selon la prime du droit et qui va permettre l'exercice plein de toutes les libertés des uns et des autres. Sans exclusion, sans extrémisme, nous pouvons faire le bon tracé de sillon de l'avenir. Merci beaucoup Karim Tabou. Barakallahu fik. Karim Tabou, opposant politique, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci beaucoup à professeur Lehouari Adi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po Lyon. Vous étiez avec nous aussi par téléphone depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha.